Le domaine se dressait contre le ciel de novembre, tel un monument à la solitude. Ses murs de pierre grise s'élevant d'un parc où l'automne avait dépouillé les arbres, jusqu'à n'en laisser que des ombres squelettiques, et avait laissé les jardins stériles, à l'exception des dernières roses rebelles s'accrochant à leurs épines. Le manoir de Hartwell avait bravé 3 siècles d'hiver anglais, et dans ces vastes salles évoluaient 2 personnes qui se connaissaient à peine, liées par des vœux prononcés 3 mois plus tôt lors d'une cérémonie qui avait satisfait toutes les exigences des convenances et aucune de celles du cœur. Le duc Alexander Hartwell se tenait à la fenêtre de son bureau, une silhouette taillée dans la même pierre froide que sa demeure ancestrale, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, sa posture rigide de la discipline inculquée depuis l'enfance, regardant la pluie commencer à tomber sur le domaine qui était son héritage et sa prison. Quelque part dans les couloirs résonnants du manoir, sa duchesse se déplaçait dans sa propre orbite solitaire. Éléonore, âgée de 23 ans, ses cheveux châtains toujours soigneusement arrangés, ses robes impeccables, ses sourires devenant de plus en plus fragiles à mesure que chaque jour passait dans ce mausolée du devoir. Leur mariage avait été arrangé par leur famille avec la précision d'une campagne militaire, unissant 2 grandes maisons, assurant des propriétés et des alliances, remplissant des obligations dont on murmurait depuis leur enfance. Et aucun des 2 n'avait possédé le courage ou peut-être l'imagination de refuser ce qui avait été décidé pour eux avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Le mariage avait été magnifique, en présence de toutes les personnes d'importance, la mariée magnifique en soie ivoire, le marié beau et solennel, et absolument personne n'avait demandé s'il y avait une quelconque affection entre eux, parce que l'affection n'était pas la question. Le devoir était la question, l'héritage était la question, la continuation des lignées était la question. Maintenant, ils habitaient cette vaste demeure comme des fantômes hantant des ailes séparées, ne se rencontrant qu'au dîner où la conversation se composait d'observations sur le temps et d'affaires du domaine, où les réponses d'Alexander venaient en syllabes mesurées qui ne révélaient rien, où les tentatives d'Éléanore de combler le gouffre entre eux se heurtaient à une reconnaissance polie et à une indifférence dévastatrice. Il ne voulait pas être cruel, il aurait été horrifié à cette suggestion, car dans sa conception des choses, il était correct, convenable. Maintenant, la distance digne qui seuillait à un duc et sa duchesse, se conduisant précisément comme son père l'avait fait, comme son grand-père avant lui, sans jamais comprendre que la correction pouvait être sa propre forme de cruauté, que les convenances pouvaient vider un cœur aussi efficacement que n'importe quelle blessure délibérée. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les journées d'Éléonore s'étaient installées dans une routine de désolation élégante, chaque matin commençant dans des appartements qui jouxtaient ceux de son mari, mais qui auraient aussi bien pu se trouver dans un autre pays, tant ils offraient peu de liens, se levant pour s'habiller avec l'aide d'une femme de chambre qui la plaignait bien qu'aucune des 2 n'en parlât, descendant pour déjeuner seule parce qu'Alexander prenait son repas plus tôt dans son bureau, passant ses heures à tenter de trouver un but dans une maisonnée qui fonctionnait avec une efficacité si parfaite que son implication semblait non seulement inutile, mais presque une intrusion dans l'ordre établi. Elle avait essayé, durant ces premières semaines, de s'intéresser à la gestion du domaine, avait approché Madame Crawford, la gouvernante qui avait servi les Hartwell pendant 30 ans, avec des suggestions sur l'arrangement des fleurs dans le hall principal, sur les menus du dîner, sur l'emploi du temps des domestiques, et s'était heurtée à une résistance si polie, si impénétrable, à des explications si douces mais fermes que les choses avaient toujours été faites ainsi, et que le duc les préférait de cette manière, qu'elle avait progressivement compris que sa position était décorative plutôt que fonctionnelle, son titre lui conférant un statut, mais pas d'autorité.
Elle rencontrait parfois Alexander dans les couloirs, et son cœur se soulevait d'un espoir désespéré, et elle souriait et s'enquérait de sa journée, ou commentait une affaire de la maisonnée, ou le temps qu'il faisait, et il s'arrêtait, toujours courtois, toujours correct, et répondait par des phrases si brèves et formelles qu'elles semblaient être des portes se refermant, ses yeux ne rencontrant jamais tout à fait les siens, sa posture suggérant un homme retenu de ses affaires importantes par une interruption triviale, et elle le regardait s'éloigner en se sentant plus seule que si elle n'avait jamais parlé du tout. « Je suis en train de disparaître », pensait-elle parfois, debout devant les grands miroirs de la galerie de portraits, voyant son reflet s'estomper de semaine en semaine, devenant transparente, un fantôme hantant des pièces où l'on ne veut pas de moi, où l'on n'a pas besoin de moi, où l'on ne me voit pas. Le seul endroit où elle ressentait une certaine paix était la roseraie derrière l'aile est, un espace qu'on avait laissé pousser de manière un peu sauvage, où les fleurs de fin de saison ouvraient encore leurs pétales au faible soleil de novembre, où elle pouvait marcher seule parmi les épines et la beauté mourante, et ressentir une certaine parenté avec ces fleurs s'accrochant à la vie, alors que le froid se refermait sur elle. Elle y passait des heures, dessinant les roses dans un journal que personne ne verrait jamais, parlant doucement aux plantes comme si elles étaient des amies, et parfois elle pleurait, des larmes silencieuses qui tombaient sur la terre comme de la pluie, pleurant non pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle n'avait jamais possédé. Un mari qui aurait pu l'aimer, un mariage qui aurait pu être plus qu'un arrangement légal, un foyer qui aurait pu ressembler à un lieu d'appartenance, plutôt qu'à un exil de soie et de pierre. Alexander avait été façonné par les mains de son père, comme le fer est façonné par le feu et le marteau, chaque leçon dispensée avec une précision froide dans le bureau où le défunt duc avait présidé à l'éducation de son fils sur ce que signifiait porter le nom de Hartwell, et la doctrine centrale de cette éducation avait été simple et absolue. L'émotion était l'ennemi du devoir, le sentiment la faiblesse qui détruisait les grandes maisons, et un homme de sa position ne devait jamais permettre au sentiment personnel d'interférer avec la bonne exécution de ses responsabilités envers son titre, son domaine et sa lignée. Il avait 8 ans lorsque son père l'avait trouvé en train de pleurer sur un chien de chasse mort et l'avait regardé avec un tel mépris que la honte lui avait brûlé plus profondément que n'importe quelle punition physique, lui avait dit que les larmes étaient pour les femmes et les enfants, et qu'il devait choisir maintenant s'il serait un homme ou resterait à jamais faible. Et Alexander avait choisi, avait enfermé quelque chose en lui ce jour-là, et ne l'avait jamais rouvert, avait appris à transmuter chaque sentiment en la monnaie acceptable du devoir et des convenances. Son mariage avec Éléanore était simplement un autre devoir exécuté correctement. Il avait examiné les références de sa famille, les avait trouvées acceptables, avait procédé aux fiançailles et au mariage avec la même attention aux détails qu'il apportait à toutes les affaires du domaine, et il croyait sincèrement être un bon mari en maintenant une distance appropriée, en ne lui imposant pas d'intimité non désirée, en se conduisant avec la dignité seuillant à leur rang. Il était conscient d'elle, bien sûr. Il aurait été impossible de ne pas remarquer la façon dont elle se déplaçait dans la maison avec une quiétude croissante, la manière dont ses tentatives de conversation avaient progressivement diminué, la façon dont elle passait des heures dans cette roseraie qu'il pouvait voir de la fenêtre de son bureau, une petite silhouette parmi les fleurs mourantes, et parfois, lorsqu'il la rencontrait dans les couloirs, il ressentait une étrange oppression dans sa poitrine, qu'il réprimait immédiatement. Une curiosité sur ce qu'elle pensait qu'il se refusait à entretenir, car la curiosité menait aux questions, et les questions aux conversations, et les conversations au genre d'intimité que son père lui avait appris à éviter. Sa routine était inviolable. Se lever à 6 heures, déjeuner seul en examinant le courrier, les heures du matin consacrées à la gestion du domaine,
le déjeuner pris dans son bureau, les promenades à cheval de l'après-midi pour inspecter les fermes des tenanciers, le retour pour le dîner avec Éléanore, où il maintenait un discours civil sur des sujets neutres, se retirer dans ses appartements à 9 heures pour lire des documents d'affaires jusqu'à ce que le sommeil le gagne, et la régularité de cet emploi du temps lui semblait être une armure contre le chaos que l'émotion représentait. Le territoire dangereux où les hommes se perdaient et oubliaient leurs obligations. Pourtant, dernièrement, de manière qu'il ne pouvait tout à fait articuler même à lui-même, il avait commencé à remarquer que le silence au dîner avait une qualité différente, avait commencé à enregistrer que la chaise d'Eléanore restait vide certains soirs lorsqu'elle prétextait la fatigue et se retirait tôt, s'était surpris à écouter ses pas dans le couloir devant son bureau et à ressentir quelque chose d'inconfortablement proche de la déception lorsqu'il passait sans s'arrêter, s'était surpris à regarder ses mains tandis qu'elle arrangeait des fleurs dans le salon et à se demander quelle pourrait être la sensation de ses mains. Quelle pensée se mouvait derrière ses yeux de plus en plus réservés? Ce que ce serait de lui parler d'autre chose que du temps et de la qualité du gibier. Mais ces pensées, il les repoussait aussi fermement qu'il avait repoussé chaque sentiment depuis l'enfance, se disant qu'il était convenable, correct, exactement ce qu'un duc devait être, sans jamais comprendre qu'en préservant l'héritage de son père, il détruisait quelque chose d'infiniment plus précieux, quelque chose qu'il ne reconnaîtrait comme précieux que le matin où il trouverait sa lettre et découvrirait, trop tard, ce qu'il avait perdu. Le point de rupture arriva un jeudi soir de fin novembre, alors que la première neige avait commencé à tomber, de délicats flocons flottant devant les fenêtres de la salle à manger, comme des fragments d'un monde en dissolution. Et Éléanore avait passé l'après-midi entier à se préparer avec un soin qui ressemblait à une armure contre une déception inévitable, choisissant sa plus belle robe de soirée d'un vert émeraude profond dont elle savait qu'il faisait ressortir la couleur de ses yeux, arrangeant ses cheveux dans la coiffure élaborée qu'elle avait portée le jour de leur mariage, dans l'espoir désespéré que la beauté pourrait réussir là où la conversation avait échoué, descendant les escaliers, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé, se disant que ce soir elle essaierait une fois de plus, qu'elle le forcerait à la voir, qu'elle briserait le mur de son indifférence ou mourrait en essayant. Elle était entrée dans la salle à manger pour trouver Alexander déjà assis, examinant sa correspondance même à table, et lorsqu'il leva les yeux, son regard l'avait parcouru comme il aurait parcouru un meuble familier, notant sa présence sans vraiment l'enregistrer, et elle avait senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine, mais avait tout de même persévéré, avait pris sa place et tenté d'engager la conversation avec lui sur la chute de neige, sur les préparatifs de Noël que le personnel avait commencé, sur une lettre qu'elle avait reçue de sa sœur, sa voix devenant de plus en plus tendue à mesure que chaque sujet était accueilli par un « en effet » ou « comme c'est agréable » ou « si vous le souhaitez », son attention ne quittant jamais ses documents, ses réponses si superficielles qu'elles semblaient exiger un effort physique, comme si lui parler était une taxe sur son temps précieux. Elle avait persisté pendant le premier plat et jusqu'au second, ses questions devenant plus directes, l'interrogeant sur son travail, sur le domaine, sur ses opinions sur des sujets dont elle savait qu'ils l'intéressaient, et il avait répondu par monosyllabes, par des phrases si brèves qu'elles semblaient être des renvois, ne lui demandant jamais rien en retour, ne regardant jamais son visage avec quoi que ce soit qui approche de la curiosité ou de la chaleur, et finalement elle s'était tue, s'était assise en face de lui, à la lueur des bougies, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, le regardant manger et lire comme si elle n'était pas là du tout, comme si elle avait déjà cessé d'exister. Le repas s'était terminé avec Alexander s'excusant pour retourner à son bureau, et Éléanore était restée à table un long moment, fixant l'endroit où il s'était assis. La serviette qu'il avait pliée avec une telle précision, le vin qu'il avait à peine touché,
et elle avait compris avec une clarté soudaine et cristalline que c'était son avenir, des années de repas élégants, dans un silence écrasant, des décennies à être invisible dans sa propre maison, une vie entière à mourir à petit feu dans un mariage qui n'en était pas un, mais simplement un arrangement légal qui avait réussi à fusionner deux domaines tout en détruisant une âme humaine. Elle s'était retirée dans ses appartements, avait renvoyé sa femme de chambre plus tôt, avec un mal de tête inventé, s'était assise dans l'obscurité près de sa fenêtre, regardant la neige tomber et sentant son froid dans ses os, dans son cœur, dans la moelle de son être. Et c'est là, dans cette obscurité silencieuse, avec pour seule compagnie le murmure de la neige contre la vitre, qu'Éléanore prit sa décision. Elle partirait, retournerait au domaine de sa famille, choisirait la honte d'un mariage raté plutôt que la mort lente de rester, récupérerait les fragments d'elle-même qui existaient encore sous le poids de l'indifférence d'Alexander, choisirait la vie, aussi diminuée soit-elle, plutôt que ce tombeau magnifique et suffocant. Et une fois la décision prise, elle sentit un étrange calme descendre, la paix qui vient quand il n'y a plus de choix à agoniser, plus d'espoir à entretenir, et par lequel être blessé, seulement la simple clarté de l'action nécessaire. Et elle se leva, alluma une bougie, s'assit à son secrétaire et commença, d'une main ferme, à composer la lettre qui allait tout changer. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir de Hartwell avec la qualité pâle du soleil d'hiver à travers les nuages de neige, et Alexander entra dans ce que le personnel de la maison appelait le petit salon de la duchesse, cherchant un contrat qu'il pensait y avoir laissé la veille au soir, son esprit déjà occupé par les affaires du jour, par les contrats des tenanciers et les portefeuilles d'investissement et les 1000 détails administratifs qui remplissaient son existence soigneusement ordonnée. Et c'est cette banalité même de son objectif qui rendit ce qui suivit si catastrophique, si absolument bouleversant. Il vit la lettre immédiatement, une unique feuille de papier couleur crème, pliée, reposant sur le couvre-lit du lit qu'Éléanore utilisait lorsqu'elle séjournait dans cette aile de la maison. Positionnée avec une intentionnalité qui ne pouvait être accidentelle, et quelque chose dans cette vue l'arrêta net, lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce, et il se retrouva à marcher vers elle comme tiré par des fils invisibles, la ramassant avec des mains qui savaient déjà, d'une manière ou d'une autre, que tout était sur le point de changer. Le papier était de belle qualité, son papier à lettres personnelles avec les petites roses en relief qu'elle affectionnait, et son écriture était douloureusement familière, bien qu'il l'eût rarement vraiment regardée, élégante et claire, avec la formation soignée des lettres qu'on lui avait enseignées dans son enfance, et il commença à lire, debout là dans la pâle lumière d'hiver, et les mots atteignirent sa poitrine et se refermèrent sur son cœur comme un point de glace. « Mon cher Alexander », commençait-elle, et déjà la formalité de l'adresse ressemblait à une blessure. « J'espère que cette lettre vous trouvera bien, bien que j'avoue l'écrire dans un état tel que je peux difficilement prétendre à mon propre bien-être, et je vous prie de pardonner à la fois la brusquerie de mon départ et l'insuffisance de cette explication. Mais je trouve que je ne peux plus rester au manoir de Hartwell, que je ne peux continuer à exister comme je l'ai fait, que je ne peux supporter un jour de plus de la solitude qui est devenue la caractéristique déterminante de ma vie en tant que votre épouse. » Les mots continuaient. Chacun un coup de marteau contre le soigneux édifice de ses suppositions. Elle écrivait sur ses déambulations dans les couloirs vides, sur les repas pris en silence, sur le sentiment d'être invisible dans sa propre maison, sur sa compréhension qu'elle avait échoué à être la duchesse que vous exigiez, que peut-être la faute était entièrement sienne pour être trop émotive, trop en besoin de compagnie et de conversation et d'une petite mesure de chaleur, mais que peu importe où se trouvait la faute, elle ne pouvait survivre à la mort lente que serait de rester, et donc
elle retournait au domaine de sa famille, où au moins sa présence serait reconnue, où quelqu'un pourrait lui parler comme à un être humain, plutôt qu'à un meuble incommode, et elle espérait qu'il lui pardonnerait cet échec, qu'il trouverait peut-être avec le temps un moyen de faire dissoudre le mariage afin qu'il puisse trouver une duchesse plus appropriée, une qui pourrait supporter l'isolement avec plus de grâce et moins de faiblesse, et elle demeurait, avec des vœux sincères pour sa santé et son bonheur, sa servante obéissante, Éléanore. Alexander lut la lettre une fois, puis une autre, puis une troisième fois, ses mains commençant à trembler d'une manière qu'elle n'avait jamais fait, même en la présence la plus cinglante de son père, et à chaque lecture, sa douleur devenait plus vive, plus insupportable, sa solitude plus accablante pour tout ce qu'il avait cru sur le devoir, les convenances et la bonne conduite d'un mariage, et il comprit avec une soudaine et horrible clarté qu'il avait fait cela, non par malice ou intention, mais par les principes mêmes qu'il avait cru le rendre fort, avait chassé la seule personne qui avait essayé de l'atteindre, avait créé un enfer d'isolement pour une femme dont le seul crime avait été d'espérer de la gentillesse de la part de son mari, et la lettre tremblait dans ses mains alors que son monde basculait sur son axe et qu'il réalisait, trop tard, ce qu'il avait perdu. Alexander se tenait figé dans le petit salon d'Éléanore, serrant la lettre comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'était soudainement changé en eau sous ses pieds, et il la relut avec des mains qui tremblaient si violemment que le papier cliquetait, chaque mot se gravant dans sa conscience avec une permanence qui ressemblait à des marques brûlées dans la chair. Et avec cette deuxième lecture, les souvenirs commencèrent à affluer, non sollicités, indésirables, dévastateurs dans leur clarté. Éléanore lui souriant à la table du petit déjeuner durant leur première semaine de mariage, son visage illuminé d'un espoir timide qu'il avait accueilli d'un bref hochement de tête avant de retourner à son journal, Éléanore dans la bibliothèque un après-midi, lui demandant son avis sur un livre qu'elle lisait, ses yeux avides de connexion qu'il avait écartés d'un « Je suis certain que votre jugement est adéquat ». Éléanore se tenant à la porte de son bureau un soir dans une nouvelle robe de soie rose, s'étant clairement habillée pour lui, et il avait levé les yeux et dit seulement « Bonsoir » avant de retourner à ses registres, ne voyant jamais comment son visage s'était décomposé, comment ses épaules s'étaient affaissées, comment elle s'était éloignée avec quelque chose de mourant dans les yeux, et les souvenirs continuaient d'affluer comme un déluge brisant un barrage qu'il avait passé des années à construire, sa main cherchant la sienne lors d'une soirée musicale à laquelle ils avaient assisté, qu'il avait retirée sous prétexte d'ajuster sa manchette, ses tentatives de discuter de la gestion du domaine, qu'il avait repoussées comme n'étant pas son affaire, sa présence à chaque dîner, chaque petit déjeuner, chaque moment de leur vie commune, qu'il avait traité comme un inconvénient à endurer plutôt qu'un cadeau à chérir. Et il comprit maintenant, avec une clarté écœurante, qu'il avait pris cette femme qui avait si désespérément essayé de l'aimer et avait lentement, méthodiquement, écrasé chaque tentative jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coquille vide qui avait écrit cette lettre, et la culpabilité qui s'abattit sur lui était si écrasante qu'il dut s'arc-bouter contre le montant du lit pour rester debout. La lettre tomba de ses doigts inertes, et il resta là, haletant, comme si on l'avait frappé à la poitrine, puis la panique le saisit. Depuis combien de temps était-elle partie? Quelle avance avait-elle? Et il sortit de la pièce en trombe, criant après madame Henderson, après Davis, après quiconque pourrait lui dire quand Éléanore était partie, et il trouva la gouvernante dans le couloir, le regardant avec une expression qui contenait à la fois de la pitié et du reproche, et elle lui dit tranquillement que sa grâce était partie à l'aube avec une seule malle, avait pris la première diligence pour le domaine de sa famille dans le Derbyshire, était parti il y a près de 3 heures, et Alexander sentit le sol se dérober à nouveau sous lui, parce que 3 heures,
C'était une éternité. C'était assez de temps pour qu'elle soit irrémédiablement partie, et il demanda pourquoi personne ne l'avait informé, pourquoi on ne l'avait pas réveillé, et Madame Henderson le regarda droit dans les yeux avec une franchise inhabituelle, et dit « Sa grâce a demandé que nous ne vous dérangions pas, votre grâce, et étant donné qu'elle était la maîtresse de cette maison, nous nous sommes sentis obligés d'honorer ses vœux. » Et il y avait quelque chose dans son ton qui rendait clair que toute la maisonnée était au courant du malheur d'Elinor, avait été témoin de son lent déclin, l'avait peut-être même blâmé pour cela, et la honte de cette prise de conscience était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Il se tint dans ce couloir alors que les domestiques passaient en s'affairant, détournant les yeux de l'inhabituelle démonstration d'émotion de leur maître, et le manoir de Hartwell, qui lui avait toujours semblé être le siège de son pouvoir et de sa position, parut soudain caverneux, vide et froid, ressembla à un mausolée qu'il avait construit autour de lui et dans lequel il s'attendait à ce que sa femme habite, et il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment remarqué le silence oppressant de la maison, jusqu'à ce que le silence particulier d'Éléanore n'en fasse plus partie, n'avait jamais enregistré comment les couloirs résonnaient jusqu'à ce que ses pas n'y sonnent plus, n'avait jamais compris ce que sa présence avait signifié jusqu'à ce qu'il soit confronté à son absence permanente, et quelque chose dans sa poitrine se fissura, non pas nettement, mais salement, douloureusement, comme de la glace se brisant sous une pression insupportable. Et pour la première fois depuis les funérailles de son père 15 ans plus tôt, Alexander sentit des larmes lui brûler les yeux, sentit les murs soigneusement construits autour de son cœur commencer à s'effriter, sentit le poids de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu peser sur lui jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer, et il sut avec une certitude absolue qu'il ne pouvait pas la laisser partir, ne pouvait pas accepter cette fin, devait la trouver, et d'une manière ou d'une autre, lui faire comprendre qu'il avait eu tort, si terriblement tort, même s'il n'avait pas la moindre idée des mots qui pourraient possiblement transmettre l'ampleur de son regret ou la convaincre de lui donner une autre chance qu'il savait ne pas mériter. Alexander était à cheval en moins d'une heure, ayant ordonné qu'on selle sa monture la plus rapide pendant qu'il se changeait en tenue d'équitation avec des mains qui tremblaient encore, et il quitta le manoir de Hartwell sans cérémonie ni explication, au-delà d'une instruction laconique à Davis, qu'il reviendrait quand il reviendrait, et le ciel qui avait été pâle et sans couleur à l'aube s'était assombri pour devenir gris ardoise, lourd de la promesse de pluie qui commença à tomber avant qu'il n'ait parcouru 5 miles, des aiguilles d'eau froide qui transperçaient son pardessus et coulaient le long de son cou, mais il ne ralentit pas, ne chercha pas d'abri, poussa son cheval en avant à travers l'averse comme s'il pouvait distancer la clarté dévastatrice qui s'était emparée de lui dans le petit salon d'Elinor, et le rythme des sabots devint un contrepoint aux pensées qui tourbillonnaient dans son esprit avec une force implacable et punitive. Qu'avait-il fait? Qu'était-il devenu? Comment avait-il pu s'autoriser à infliger une telle cruauté sous le couvert des convenances? Et chaque principe que son père lui avait inculqué, chaque leçon sur la retenue émotionnelle et la dignité ducale et la distance appropriée entre mari et femme, se révéla soudain être le poison qu'il avait toujours été, une destruction systématique du lien humain déguisé en vertu aristocratique, et il comprit maintenant qu'il avait été élevé par un homme qui avait confondu la froideur avec la force, l'isolement avec l'indépendance, la brutalité émotionnelle avec un comportement approprié, avait pris ses leçons et les avait reproduites parfaitement, était devenu exactement ce que son père avait façonné de lui, un homme si cuirassé contre les sentiments qu'il avait privé sa propre femme de la chaleur humaine la plus élémentaire, et s'était convaincu que c'était correct, et la honte de cette prise de conscience était une sensation physique, lourde et nauséabonde, aggravée par la certitude qu'Éléanore avait tout à fait le droit de partir, qu'aucune personne raisonnable ne la blâmerait, qu'il l'avait chassée par sa propre négligence délibérée
et systématique. Et pourtant, même en reconnaissant cela, même en reconnaissant qu'il méritait son départ, et méritait peut-être de passer le reste de sa vie seul dans ce manoir froid qu'il avait transformé en prison, il savait qu'il ne pouvait simplement l'accepter, ne pouvait la laisser croire que sa solitude avait été sa faute, qu'elle avait échoué en tant que duchesse, alors que l'échec avait été entièrement, catastrophiquement le sien. La pluie s'intensifia, tandis que l'après-midi se transformait en soirée, changeant la route en boue qui aspirait les sabots de son cheval, et il continua à travers des villages dont il enregistrait à peine les noms, passant devant des relais de poste où il aurait pu s'arrêter pour se reposer, mais ne le fit pas, et son esprit revenait sans cesse à sa lettre, à des phrases spécifiques qui coupaient comme des couteaux. Ne peut supporter un jour de plus de la solitude, me sentant invisible dans ma propre maison, la mort lente de rester. Et il pensa à elle, écrivant ces mots dans l'obscurité de sa chambre. Pensa au désespoir qui avait dû la pousser à un acte si désespéré. Pensa à combien de nuits elle avait dû rester éveillée dans ce lit, décidant de rester ou de partir, et lui avait dormi paisiblement dans ses propres appartements séparés, content de son isolement, totalement inconscient de sa souffrance, et cette pensée le rendit malade de dégoût de lui-même, lui donna envie de chevaucher plus vite bien que son cheval peina déjà, et il réalisa, avec un étrange détachement, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait en l'atteignant, n'avait aucun discours préparé, aucun argument répété, ne possédait rien d'autre que cette terrible urgence de la voir, de lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il avait eu tort, bien qu'il ne puisse imaginer quels mots pourraient possiblement transmettre l'ampleur de son regret, ou pourquoi elle devrait les croire, alors que ses actions avaient parlé si clairement pendant si longtemps, et pourtant il chevaucha à travers l'obscurité et la pluie, poussé par quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir, certainement à de la détermination, peut-être même au premier frémissement d'amour pour une femme qu'il avait épousée par devoir, mais qu'il ne s'était jamais vraiment permis de connaître, et le Derbyshire se rapprochait à chaque mile. Et son cœur, cet organe qu'il avait passé 32 ans à discipliner jusqu'à la soumission, battait contre ses côtes comme quelque chose de sauvage et de nouvellement éveillé, exigeant enfin d'être entendu. Alexander arriva à Ashford House alors que le crépuscule s'installait sur les collines du Derbyshire, l'élégant manoir de l'enfance d'Eleanor se dressant devant lui, une lumière chaude s'échappant de ses fenêtres d'une manière qui rendait la froide grandeur du manoir de Hartwell encore plus accablante en comparaison, et il descendit de cheval sur des jambes qui le soutenaient à peine après la chevauchée brutale, ses vêtements trempés, ses cheveux collés à sa tête, de la boue éclaboussant son visage et son manteau, ne ressemblant en rien à un duc et en tout à un homme désespéré, ce qui était précisément ce qu'il était devenu. Et avant qu'il ne puisse approcher de l'entrée, un laquais sortit et le considéra avec une hostilité à peine dissimulée, ayant clairement été averti de son arrivée possible, et en quelques instants, le père d'Eleanor, Lord Ashford, apparut sur le seuil, un homme d'environ 60 ans, aux cheveux d'argent et aux mêmes traits délicats qu'Eleanor possédait, bien que son expression ne contint aucune de sa douceur, seulement une fureur froide qui fit sentir à Alexander que son sang-froid soigneusement entretenu n'était que le bouclier pathétique qu'il était. Et Lord Ashford descendit lentement les marches, chaque mouvement délibéré, et quand il parla, sa voix portait le poids de la rage protectrice d'un père à peine contenu. « Vous avez une audace considérable à vous présenter ici, Hartwell, » dit Lord Ashford. Et l'utilisation de son titre plutôt que de son nom ressemblait à un affront délibéré, un rappel que le rang ne signifiait rien face à la manière dont Alexander avait traité sa fille. Et Alexander ouvrit la bouche pour répondre, mais trouva ces mots répétés se dissoudre sous le regard méprisant du vieil homme. Et à la place, il dit simplement, d'une voix rauque, « Je dois la voir, milord, je dois parler à Eleanor. » Et le rire de Lord Ashford fut amer et totalement dépourvu d'humour.
Ma fille a très clairement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas vous voir, qu'elle est venue ici pour échapper à la prison que vous avez faite de votre demeure, et j'avoue être en parfait accord avec son évaluation. » Et Alexander tressaillit au mot prison, car il était exact, terriblement exact, et il essaya à nouveau, sa voix se brisant légèrement. « S'il vous plaît, je sais que je n'ai aucun droit de demander, je sais ce que j'ai fait, mais je dois la voir, je dois lui dire. » Et Lord Ashford le coupa d'un geste sec, son visage se durcissant encore. « Lui dire quoi, précisément ? Que vous avez soudainement découvert qu'elle existe, qu'après 3 mois à la traiter comme un meuble incommode, vous avez décidé qu'elle pourrait mériter votre attention après tout ?» Et chaque mot atterrissait comme un coup physique, parce qu'ils étaient tous vrais, tous mérités. Et Alexander resta là sous la pluie qui avait recommencé à tomber, la sentant se mêler à quelque chose qui aurait pu être des larmes sur son visage, et il dit doucement « Je sais que j'ai été d'une cruauté inadmissible. Je sais que je lui ai manqué de toutes les manières possibles. Je sais qu'elle a tout à fait le droit de me refuser, mais je vous en supplie, milord, s'il vous plaît, permettez-moi au moins de m'excuser, de lui dire que la faute était entièrement mienne, qu'elle est irréprochable, que j'avais tort. » Et quelque chose dans son ton, peut-être l'absence absolue d'orgueil ducal ou le désespoir brut qui le dépouillait de toute prétention à la dignité, fit marquer une pause à Lord Ashford et l'étudier avec des yeux plissés. Et finalement il dit froidement « Je vais lui demander, bien que je soupçonne qu'elle refusera, et vous accepterez sa décision sans argumenter, comprenez-vous ?» Et Alexander hocha la tête, reconnaissant même pour cette petite concession, et Lord Ashford se retourna et rentra, laissant Alexander debout dans la cour sous la pluie. Et peut-être 10 minutes passèrent avant que la porte ne s'ouvre à nouveau et que Lord Ashford n'en sorte seul, l'expression sombre, et dise simplement « Elle ne vous verra pas, elle vous demande de retourner à votre domaine et de la laisser en paix. » Et Alexander sentit quelque chose se briser en lui, mais il hocha la tête et dit « Je comprends, mais je ne retournerai pas à Hartwell. J'attendrai. Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Je ne m'imposerai pas à elle, mais je ne peux pas partir, pas avant qu'elle ne sache au moins que je comprends ce que j'ai fait. » Et le visage de Lord Ashford enregistra la surprise puis quelque chose qui aurait pu être un respect réticent, et il dit « Vous pouvez attendre si vous le souhaitez, bien que je pense que vous perdez votre temps. » Et il se retourna pour rentrer. Et Alexander resta sous la pluie, regardant les fenêtres d'Ashford House, se demandant laquelle était celle d'Eleanor, et il resta là toute la nuit, trempé et grelottant, guettant le moindre signe d'elle, et c'est ainsi que commença la première de nombreuses nuits. Alexander prit des chambres à la Rose et la Couronne, une modeste auberge dans le village, à un demi-mile d'Ashford House, et chaque matin, il se levait avant l'aube et marchait à travers la brume pour prendre sa position dans l'allée, d'où il pouvait voir les fenêtres du manoir, et il se tenait là par tous les temps, la pluie qui le trempait jusqu'aux os, le vent qui transperçait son manteau, les matins occasionnellement ensoleillés, où le soleil ressemblait à une moquerie de sa misère, et il n'approcha pas de la maison après ce premier refus, mais resta simplement un sentinelle silencieux, dont la présence devint un élément habituel, dont le personnel de la maison chuchotait, et que les villageois observaient avec curiosité, et non sans une certaine spéculation sur le scandale qui avait poussé un duc à hanter une route de campagne comme un garçon épris. Et le 3e jour, il apporta des fleurs, des roses du fleuriste du village, qu'il laissa sur la grille du jardin sans billet, car que pouvait-il bien écrire que sa propre lettre n'eût déjà rendu vide de sens. Et Eleanor regardait de sa fenêtre, son cœur un champ de bataille, où la colère luttait contre quelque chose de dangereusement proche de l'espoir, et sa mère vint se tenir à côté d'elle et dit doucement « Il est là depuis l'aube, ma chère, peut-être devrais-tu au moins lui parler. » Mais Eleanor secoua la tête et murmura « Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas supporter d'entendre des promesses vides ou des excuses de convenance maintenant que je me suis enfin échappé.
bien qu'en le disant, elle ne pouvait détacher son regard de sa silhouette dans l'allée, remarquant comment il se tenait sans s'agiter, sans l'impatience arrogante à laquelle elle se serait attendue, attendant simplement avec une patience qui semblait lui coûter quelque chose. Et son père était moins sympathique, déclarant au dîner qu'il ferait chasser l'homme si Éléanore le souhaitait, qu'aucune de ses filles ne devrait être soumise à un tel harcèlement. Mais Éléanore se surprit en disant non, qu'il reste s'il le souhaitait. Cela ne lui faisait aucune différence, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai, car elle se sentait attirée par la fenêtre tout au long de chaque journée. Se surprenait à noter quand il arrivait et quand il partait finalement à la tombée de la nuit, se surprenait à être troublée par son air hagard en seulement quelques jours, par la façon dont la fière posture de ses épaules avait acquis quelque chose comme de l'humilité. Et le 5e jour, il plut abondamment, et pourtant il vint, se tenant sous l'averse jusqu'à être trempé, et Éléanore sentit quelque chose se fissurer dans sa résolution, parce que ce n'était pas le comportement d'un homme accomplissant son devoir ou maintenant les apparences, c'était tout autre chose, quelque chose qui ressemblait remarquablement à une véritable angoisse, et elle pensa à la lettre qu'elle avait laissée, se demanda s'il l'avait vraiment lue, ou s'il en avait simplement survolé les faits essentiels, se demanda ce qui l'avait poussé à chevaucher toute la nuit pour l'atteindre, se demanda s'il était possible que le duc froid et distant qu'elle avait épousé puisse réellement posséder des profondeurs qu'elle n'avait jamais été autorisée à voir. Et les fleurs continuaient d'apparaître, toujours des roses, ce qui, elle le savait sans qu'on le lui dise, était censé faire référence au jardin qui avait été son seul réconfort au manoir de Hartwell, le seul endroit où il ne s'était jamais immiscé, et cette attention à un si petit détail la troublait, car elle suggérait qu'il avait remarqué plus de choses qu'elle ne le pensait, l'avait peut-être vu même quand elle se sentait invisible, et sa résolution commença à faiblir, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce qu'elle reconnaissait dans sa persistance quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant, une volonté de s'humilier complètement, de se dépouiller de toute trace d'orgueil ducal et simplement d'attendre, aussi longtemps que cela prendrait, une chance qu'elle n'était pas certaine de pouvoir donner. Le matin du 8e jour, Éléanore se réveilla avec une décision installée dans son cœur comme une pierre, et elle descendit les escaliers avant le petit déjeuner pour trouver son père dans son bureau, et dit doucement « Je vais lui parler, papa, dans le jardin cet après-midi. » Et Lord Ashford étudia le visage de sa fille avec inquiétude, mais hocha la tête et dit seulement « En es-tu certaine, ma chère ?» Et Éléanore n'était certaine de rien, sauf qu'elle ne pouvait continuer à regarder Alexander se tenir dans l'allée jour après jour sans au moins entendre ce qu'il avait parcouru tant de chemin pour dire, et donc à 2 heures, elle s'enveloppa dans un châle, malgré la relative chaleur de l'après-midi de septembre, et se dirigea vers le jardin derrière Ashford House, un espace plus petit et plus intime que la grande roseraie de Hartwell, mais rempli des fleurs de son enfance. Et Alexander attendait près de la grille où un domestique l'avait dirigé. Et quand il la vit approcher, il devint très calme, et Éléanore observa comment la semaine l'avait marqué, les ombres sous ses yeux, la maigreur de son visage, la façon dont ses vêtements pendaient légèrement comme s'il n'avait pas mangé correctement, et elle s'arma contre la sympathie qui montait en elle sans y être invitée, parce qu'elle avait souffert aussi, avait passé 3 mois à mourir à petit feu dans sa maison, et elle ne laisserait pas sa misère actuelle effacer ce fait, et ils se tinrent face à face à peut-être 10 pieds de distance sur le sentier de gravier, la distance semblant à la fois trop proche et incroyablement vaste, et Alexander ouvrit la bouche et la referma, et Éléanore réalisa avec une sorte de surprise qu'il était nerveux, véritablement incertain, le sang-froid ducal qu'elle avait cru inébranlable n'était plus nulle part visible, et finalement il dit « Merci de me voir, Éléanore. Je sais que je n'ai aucun droit à votre temps ou à votre attention. Je sais que j'ai. » Et sa voix se brisa légèrement, et il s'arrêta, se ressaisit, essaya à nouveau. J'avais préparé des mots, un discours,
des choses que je pensais devoir dire, mais elles semblent toutes inadéquates maintenant, creuses, et je trouve que je ne peux que vous dire la vérité simplement, qui est que j'ai été un lâche et un imbécile, que j'ai été élevé à croire que l'émotion était une faiblesse et la distance une force, que mon père m'a appris qu'un duc ne doit jamais montrer de vulnérabilité ou de besoin, ne doit jamais laisser son cœur gouverner sa tête, et j'ai si bien intériorisé ces leçons que je suis devenu exactement ce qu'il était, froid, distant, plus préoccupé par le devoir et les apparences que par l'être humain que j'avais lié à moi par le mariage. Et je vous ai traité abominablement, Éléanore. Je le vois maintenant avec une clarté qui me rend malade de honte. Je vous ai rendu invisible dans votre propre maison. J'ai ignoré chaque gentillesse que vous avez offerte, chaque tentative de connexion. J'ai transformé notre mariage en prison et moi-même en votre geôlier. Et je n'ai aucune excuse, sauf l'ignorance et l'arrogance, et un échec fondamental à vous voir comme une personne plutôt qu'une obligation que j'avais remplie en plaçant une bague à votre doigt. Et Éléanore se tenait très immobile, les mains tordues dans son châle, et elle s'était attendue à des excuses, peut-être, s'était attendue à la sorte de contrition formelle qu'un duc pourrait offrir pour aplanir un inconvénient. Mais cette honnêteté brute, cet abandon complet de l'orgueil, était tout autre chose. Et Alexander continua, la voix rauque d'émotion. « Votre lettre m'a détruit, Éléanore, non pas parce que vous êtes partie, mais parce qu'en lisant vos mots, j'ai enfin compris ce que j'avais fait. Je me suis vu à travers vos yeux, et j'ai été horrifié. Et je sais que venir ici, attendre, apporter des fleurs, rien de tout cela ne peut défaire le mal que j'ai causé. Rien de tout cela ne peut vous rendre les mois que je vous ai volés. Mais j'avais besoin que vous sachiez que la faute était entièrement mienne, que vous n'avez rien fait de mal, que vous étiez tout ce qu'une duchesse devrait être, et que je n'ai pas réussi à vous mériter de toutes les manières possibles. » Et il s'arrêta, respirant fort, et Éléanore sentit sa propre respiration devenir inégale, parce qu'elle avait vécu pendant 3 mois avec un homme qui lui parlait à peine, et maintenant il se tenait devant elle. Dépouillée de toute défense, lui offrant la vulnérabilité dont elle avait tant rêvé, sans savoir si elle l'accepterait ou l'utiliserait pour le blesser comme il l'avait blessé. Et le silence s'étira entre eux, lourd de tous les mots qui n'avaient jamais été prononcés dans les couloirs froids du manoir de Hartwell. Et Éléanore ne savait pas encore si elle pouvait lui pardonner, mais elle savait que ceci, au moins, était réel. Le silence d'Éléanore s'étira entre eux comme une chose physique, et Alexander sentit son cœur martelé contre ses côtes, alors qu'il attendait qu'elle parle, qu'elle le condamne, qu'elle fasse ce qu'elle voudrait de la vérité qu'il avait mise à nu devant elle, et quand elle bougea enfin, ce fut pour s'asseoir sur le banc de pierre à côté du sentier du jardin, ses jambes semblant se dérober sous elle. Et il fit un pas instinctif en avant de se retenir, parce qu'il n'avait aucun droit de la réconforter, aucun droit à quoi que ce soit, et Éléanore leva les yeux vers lui, avec des yeux qui brillaient de larmes non versées, et dit d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit tout cela avant ? Pourquoi m'avez-vous laissé croire que c'était moi qui échouais, que j'étais en quelque sorte insuffisante en tant que votre duchesse ?» Et Alexander sentit la question comme une lame, parce qu'elle avait tout à fait le droit de la poser, et il n'avait aucune réponse qui ne révélât toute l'étendue de sa lâcheté. Et il dit d'une voix rauque, « Parce que je ne me connaissais pas assez bien pour l'articuler, parce que je m'étais convaincu que ce que je faisais était correct et convenable, parce que j'étais terrifié. » Éléanore, absolument terrifiée à l'idée de devenir comme mon père, qui s'est marié par devoir, et a ensuite passé 30 ans à rendre ma mère malheureuse avec sa froideur, et je pensais que si je gardais mes distances, si je ne me permettais jamais de ressentir quoi que ce soit, je pourrais éviter d'infliger cette même misère, mais je vois maintenant que j'ai accompli exactement ce que je craignais. Je suis devenu lui de toutes les manières qui comptent. Je vous ai fait subir la même solitude que ma mère a endurée, et l'ironie amère est que ma détermination à ne pas vous blesser
est devenu le mécanisme même de votre douleur. » Et sa voix se cassa sur le dernier mot, et il se détourna, parce qu'il ne la manipulerait pas avec des larmes, n'utiliserait pas son angoisse comme une arme, alors qu'il en avait causé tellement plus. Mais Éléanore dit doucement « Regardez-moi, Alexander. » Et quand il se retourna, son visage était mouillé de larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues, et elle dit « J'ai passé 3 mois dans votre maison à me sentir comme un fantôme, comme si je n'existais pas, sauf en tant que présence gênante à tolérer. Et savez-vous quelle était la pire partie? Ce n'était pas la solitude elle-même, mais l'espoir qui ne cessait de mourir et de renaître, chaque fois que je pensais que peut-être aujourd'hui il me verra, peut-être qu'aujourd'hui quelque chose changera, et cela n'arrivait jamais, et finalement j'ai dû accepter que je me tuais lentement en restant, que je disparaîtrais complètement si je restais. » Et Alexander sentit chaque mot comme un coup physique, sentit tout le poids de ce qu'il avait fait s'installer sur ses épaules, et il voulut tomber à genoux devant elle, mais il resta debout, parce que ce n'était pas à propos de son absolution, c'était à propos de la douleur qu'il lui avait causée, et il dit doucement « Je ne vous demande pas de revenir, Éléanore, je ne vous demande pas de me pardonner ou de me donner une autre chance. Je sais que j'ai détruit tout ce que nous aurions pu construire ensemble. Je suis seulement venu ici pour vous dire que la faute était mienne, que vous méritiez mieux que ce que je vous ai donné, que vous n'étiez jamais insuffisante, jamais en échec. Vous étiez tout ce qui est bon et gentil et patient, et j'étais trop brisé et trop aveugle pour le voir. » Et Éléanore pressa ses mains sur son visage et pleura alors à chaudes larmes. De grands sanglots secouants qui semblaient venir de quelque part au plus profond d'elle, des années de solitude accumulées et de rejet qui se déversaient, et Alexander se tenait impuissant, ses propres larmes coulant librement maintenant parce qu'il avait fait cela. Il avait brisé cette femme magnifique et douce qui avait tant essayé de l'aimer, et il ne savait pas s'il y avait un moyen de réparer ce qu'il avait si complètement brisé. Quand les sanglots d'Éléanore se calmèrent enfin en respirations haletantes, elle retira ses mains de son visage et regarda Alexander qui se tenait devant elle, ses propres larmes coulant sans honte sur ses joues, et quelque chose bougea dans sa poitrine, une petite porte verrouillée s'entr'ouvrant d'une fraction. Parce que cet homme qui avait maintenu un contrôle si rigide pendant 3 mois se tenait maintenant complètement défait par la douleur qu'il lui avait causée, et elle dit d'une voix encore rauque d'avoir pleuré « Je vois votre remords, Alexander, je vois qu'il est sincère, et je crois que vous êtes désolé pour ce que vous avez fait, mais vous devez comprendre que les excuses ne peuvent défaire le mal qui a été fait. J'ai passé 3 mois à devenir une ombre de moi-même, 3 mois à apprendre à ne rien attendre, à ne rien espérer, à ne rien ressentir, et ces leçons ne disparaissent pas simplement parce que vous avez reconnu vos erreurs. » Et Alexander hocha la tête, la gorge nouée, et dit d'une voix rauque « Je sais, Éléanore, je sais que je ne peux pas vous demander de me faire confiance à nouveau, ne peux pas vous demander de retourner dans un endroit où vous avez si profondément souffert. » Et Éléanore se surprit à prononcer des mots qu'elle n'avait pas su qu'elle dirait. « Mais je vois aussi que vous avez déjà changé. Même en ces quelques semaines, je peux voir que vous n'êtes pas le même homme qui me souhaitait des bons matins froids et des bonnes nuits encore plus froides. Vous vous êtes ouvert d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et je mentirais si je disais que je ne me demandais pas si une véritable transformation pourrait être possible. » Et les yeux d'Alexander s'écarquillèrent de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, et Éléanore leva une main pour prévenir ce qu'il aurait pu dire, et continua. « Mais je ne suis pas prête à revenir, Alexander. Je ne suis pas prête à me replacer dans cette maison, dans cette situation, même avec vos promesses de changement. J'ai besoin de temps pour guérir, de temps pour me souvenir de qui je suis, en dehors du fantôme que je suis devenu dans votre maison. Et j'ai besoin de voir que votre transformation n'est pas temporaire, pas simplement le résultat d'un choc et d'une culpabilité qui s'estomperont une fois la crise passée. » Et elle vit la compréhension et l'acceptation traverser ses traits, et il dit doucement « Tout ce dont vous avez besoin,
Éléanore, aussi longtemps que cela prendra, j'attendrai, je vous prouverai que ce changement est réel et permanent. » Et Éléanore prit une profonde inspiration et dit : « Alors peut-être pourrions-nous correspondre, peut-être pourrions-nous reconstruire ce qui n'a jamais été correctement construit au départ par des lettres, par une conversation honnête à une distance où je me sens suffisamment en sécurité pour être sincère et où vous ne pouvez pas vous retrancher derrière des murs de formalité. » Et Alexander dit immédiatement : « Oui, n'importe quoi, je vous écrirai tous les jours si vous le souhaitez. Je répondrai à toute question que vous poserez avec une honnêteté complète. Je vous montrerai qui je suis, et j'apprendrai qui vous êtes en retour. » Et Éléanore sentit les larmes menacer à nouveau, mais celle-ci était indifférente. Celle-ci portait en elle un espoir fragile et timide que quelque chose pourrait être sauvé des décombres de leur mariage, non pas un retour à ce qui avait été, parce que ce qui avait été n'avait jamais été juste, mais peut-être la construction de quelque chose de nouveau. Quelque chose fondé sur la vérité plutôt que sur le devoir, sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation. Et elle dit doucement : « Je ne fais aucune promesse, Alexander. Je ne peux pas promettre que je serai jamais capable de revenir. Je ne peux pas promettre que cela mènera où vous espérez que cela pourrait mener. Mais je suis prête à essayer. Je suis prête à voir si nous pouvons trouver notre chemin vers quelque chose de réel. » Et Alexander hocha la tête, son visage transformé par un soulagement reconnaissant, et il dit : « C'est plus que je ne mérite, Éléanore, plus que je n'avais le droit d'espérer, et je vous jure que je ne gaspillerai pas cette chance que vous me donnez. » Et ils restèrent assis en silence un moment, le soleil de septembre réchauffant le jardin autour d'eux, et quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose de fragile et de nouveau et de douloureusement incertain, mais c'était là, une possibilité là où auparavant il n'y avait eu qu'une fin. La première lettre arriva au domaine familial d'Éléanore 3 jours après leur conversation dans le jardin, livrée par un cavalier qui avait clairement reçu l'ordre de se hâter, et Éléanore tint l'enveloppe scellée dans ses mains un long moment avant de briser la cire, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre, et quand elle déplia les pages, elle trouva l'écriture d'Alexander, d'habitude si contrôlée et précise, maintenant légèrement inégale, comme si elle était écrite sous le coup d'une émotion sincère, plutôt que d'une formalité pratiquée. Et il écrivait : « Éléanore, je me trouve incertain sur la façon de commencer cette correspondance. N'ayant jamais vraiment écrit de lettres personnelles de ma vie, tous mes écrits précédents ayant été des affaires ou des devoirs, mais je vous ai promis l'honnêteté, et donc je vous dirai que je suis éveillé depuis l'aube en pensant à ce que je souhaite vous dire, et ce que je souhaite le plus, c'est vous connaître, vraiment vous connaître, toutes les choses que je n'ai jamais demandées en 3 mois de mariage. Et donc je commencerai par des questions. À quoi pensez-vous quand vous vous promenez dans les jardins? Quels livres vous ont ému aux larmes? Quels rêves aviez-vous enfant que vous avez conservés à l'âge adulte? Qu'est-ce qui vous fait rire quand vous êtes seul et que vous croyez que personne ne regarde? » Et Éléanore sentit des larmes brouiller sa vision, parce que c'étaient des questions que personne ne lui avait jamais posées. Certainement pas l'homme qui l'avait épousée, et elle prit sa plume ce même après-midi et répondit, timidement au début, répondant à ses questions avec une honnêteté prudente, lui parlant de son amour pour la poésie, en particulier les romantiques qui écrivaient sur la nature et l'émotion entremêlées, de son rêve d'enfant de voyager en Italie pour voir l'art qu'elle n'avait rencontré que dans les livres, de la façon dont elle riait des pitreries des chats du domaine qui se prenaient pour de féroces chasseurs, et elle posa ses propres questions en retour, voulant comprendre l'homme derrière les murs qu'il avait construits, et ainsi commença un rythme de lettres quotidiennes qui s'étendit sur les semaines de septembre jusqu'en octobre, chaque échange en révélant davantage, épluchant les couches de formalité et de peur pour exposer les personnes en dessous, et Alexander lui écrivit sur son enfance, la solitude d'être élevé par des tuteurs et des gouvernantes, tandis que ses parents maintenaient leur existence séparée et froide, sur sa mère qui était morte quand il avait 16 ans et qui n'avait jamais,
de toute sa mémoire, semblait heureuse, sur sa terreur de perpétuer cette même misère, et Éléanore sentit sa compréhension s'approfondir, même si son cœur se serrait pour le garçon qu'il avait été, et elle lui écrivit sur sa propre enfance, aimée mais protégée, élevée pour être une parfaite duchesse, mais jamais préparée à la réalité de l'isolement émotionnel. Et progressivement quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose que la proximité physique n'avait jamais permis. Ils commencèrent à se voir vraiment, à comprendre les blessures et les peurs qui les avaient façonnés, et les lettres d'Alexander devinrent plus tendres, plus ouvertement affectueuses. Il écrivit « Je me surprends à penser à vous constamment, me demandant ce que vous faites en ce moment, espérant que vous trouvez la paix dans la maison de votre famille, et je réalise avec une clarté qui me fait honte que je ne me suis jamais demandé de telles choses lorsque vous viviez sous mon propre toit, n'ai jamais considéré votre vie intérieure ou votre bonheur, et la perte de ce que nous aurions pu avoir depuis le début m'attriste plus que je ne peux l'exprimer. » Et Éléanore lut ces mots sur le siège de fenêtre de sa chambre d'enfant et sentit quelque chose se déployer dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, à la possibilité d'une connexion authentique, et elle répondit avec une franchise croissante, partageant ses pensées et ses sentiments avec une liberté que la distance fournissait paradoxalement, et la pile de lettres grandissait des deux côtés, preuve tangible de la relation qu'ils construisaient par les mots, par l'honnêteté, par le travail patient d'apprendre et d'être appris. Quand la lettre d'Éléanore arriva, suggérant qu'ils pourraient se rencontrer en personne dans les jardins publics de la ville voisine, un terrain neutre où ni la famille ni l'histoire ne pesaient trop lourdement sur eux, les mains d'Alexander tremblèrent en lisant ces mots prudents, et il répondit immédiatement, acceptant tout ce qu'elle souhaitait. Et ainsi, par un après-midi vif d'octobre, où les feuilles étaient devenues cuivre et or, ils se retrouvèrent à marcher sur les sentiers de gravier entre les parterres de fleurs d'automne, et les premiers instants furent maladroits, voire guindés, tous deux hyper conscients de la présence physique de l'autre, après des mois de connexion, n'existant qu'à travers les mots écrits. Et Éléanore sentit son souffle se couper quand elle le vit attendre près de la fontaine. Combien il avait l'air différent de l'homme rigide qu'elle avait épousé, sa posture en quelque sorte plus douce, ses yeux lorsqu'ils rencontrèrent les siens remplis d'une incertitude qui aurait été impensable dans leurs premiers mois ensemble. Et Alexander la vit approcher et pensa qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant, pas vraiment, pas avec des yeux non obscurcis par le devoir et la distance, et il vit maintenant la grâce de ses mouvements, l'intelligence de ses yeux, la force délicate de la tenue de ses épaules, et il dit, un peu essoufflé, « Éléanore, merci d'être venue. J'avoue que j'ai craint que vous ne changiez d'avis. » Et elle répondit avec un petit sourire. « J'ai failli le faire plusieurs fois ce matin, mais j'ai réalisé que je voulais voir si l'homme des lettres est le même homme qui se tient devant moi. » Et ils commencèrent à marcher, leurs pas prudents et mesurés au début, la conversation hésitante, alors qu'ils naviguaient sur ce nouveau territoire de présence réelle, plutôt que de correspondance à distance sûre, mais progressivement, presque imperceptiblement, la gêne s'atténua, et Alexander l'interrogea sur un livre de poésie qu'elle avait mentionné dans sa dernière lettre. Et Éléanore se surprit à parler avec une véritable animation de Wordsworth et de la façon dont il capturait le sublime dans la nature, et Alexander écoutait vraiment, non pas avec la demi-attention polie qu'il lui avait accordée pendant leur mariage, mais avec une concentration totale, et il posa des questions qui montraient qu'il avait absorbé chaque détail de ses lettres précédentes, se souvenait qu'elle préférait marcher dans les jardins à l'aube, qu'elle trouvait de la beauté dans les tempêtes, autant que dans le soleil, qu'elle avait toujours voulu apprendre à peindre, mais en avait été découragée, car jugée peu pratique, et Éléanore sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, une garde étroitement tenue commençait à s'abaisser, car c'était ce dont elle avait rêvé pendant ces mois solitaires, ce simple cadeau d'être vue, d'être entendue, d'être traitée comme si ses pensées et ses sentiments comptaient,
et alors qu'il passait devant des parterres de roses tardives, Alexander dit doucement « J'ai lu les poètes que vous avez mentionnés, essayant de comprendre ce qui vous émeut dans leurs mots, et j'ai trouvé une ligne de Keats qui m'a fait penser à vous, sur la beauté étant vérité et la vérité beauté. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais cherché la vérité dans notre mariage, seulement l'apparence des convenances, et ce faisant, je me suis aveuglé à la beauté de qui vous êtes réellement. » Et Éléanore s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face complètement, vit la sincérité absolue dans son expression, et elle dit doucement « C'est peut-être la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite, Alexander. » Et il répondit « Alors je suis plus sot que je ne le pensais, car de tels mots auraient dû vous être dits tous les jours. » Et ils se tinrent là dans le jardin d'automne, l'espace entre eux chargé de possibilités, et Éléanore dit « J'aimerais recommencer, si vous le voulez bien, j'aimerais continuer à nous rencontrer, continuer à apprendre si ce que nous avons construit par l'être peut exister dans le monde. » Et le visage d'Alexander se transforma d'espoir, et il dit « Rien ne me rendrait plus heureux, Éléanore. Nous pouvons nous rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez, avancer aussi lentement que vous en avez besoin. Je ne suis pressé que de mieux vous connaître. » Et lorsqu'ils se séparèrent cet après-midi-là, leurs mains se frôlèrent brièvement, et tous deux sentirent la possibilité électrique de ce qui pourrait, avec patience et courage, finalement être. Les mois qui suivirent leur première rencontre timide se déroulèrent comme la lente ouverture d'une fleur, chaque semaine apportant de nouvelles rencontres qui s'appuyaient sur la précédente jusqu'à ce que leurs rendez-vous deviennent un rythme qui structurait leurs deux vies. Et alors que l'automne revenait, marquant près d'un an depuis qu'Éléanore avait quitté le domaine, Alexander se retrouva engagé dans l'entreprise la plus étrange et la plus merveilleuse de sa vie, faisant la cour à sa propre femme comme il aurait dû le faire depuis le début, lui offrant la romance et l'attention qui lui avaient été refusées pendant leur mariage bref et froid. Leurs sorties devinrent plus fréquentes et variées, des promenades à travers des paysages changeants où les feuilles passaient du vert à la flamme, des visites d'expositions d'art où Éléanore se tenait devant les tableaux avec une telle absorption qu'Alexander apprit à simplement regarder son visage, lisant dans ses expressions plus de beauté que les toiles n'en contenaient, des après-midi dans de petits salons de thé de village où personne ne connaissait leur titre et où ils pouvaient simplement être Alexander et Éléanore, deux personnes apprenant à se connaître sans le poids du devoir et des attentes pesant sur eux. Et progressivement, merveilleusement, Éléanore commença à s'épanouir d'une manière qu'il n'avait jamais vue, son rire venant plus librement, ses opinions exprimées sans l'hésitation prudente qui avait marqué leur première rencontre, tout son être semblant se déployer comme quelque chose qui avait été étroitement enroulé contre l'hiver et qui trouvait enfin le printemps. Alexander découvrit des dimensions d'elle qu'il n'avait jamais soupçonnées, apprit qu'elle avait un sens de l'humour méchamment intelligent qui émergeait lorsqu'elle se sentait assez en sécurité pour le montrer, qu'elle pouvait discuter de philosophie et de politique avec une acuité qui le ravissait, qu'elle dessinait dans un petit carnet qu'elle portait partout, capturant des scènes et des moments d'une main délicate. Et quand il lui demanda pourquoi elle n'en avait jamais parlé pendant leur mariage, elle avait dit doucement « Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais de mon temps, Alexander, et j'ai appris à ne pas offrir ce qui n'était pas désiré. » Et les mots l'avaient frappé comme un coup physique, un autre rappel de tout ce qu'il avait manqué, de tout ce qu'il avait nonchalamment écarté. Il commença à lui apporter de petits cadeaux, non pas les bijoux coûteux qu'un duc pourrait offrir à sa duchesse, mais des choses qui montraient de l'attention, un volume de poésie d'un écrivain italien qu'elle avait mentionné vouloir lire, des fleurs sauvages cueillies dans une prairie où il s'était promené, un jeu de crayon fin pour ses dessins, quand il remarqua que les siens étaient usés jusqu'au bout. Et Éléanore recevait chaque cadeau avec un émerveillement qui lui brisait le cœur, car il était clair qu'elle n'avait jamais attendu une telle prévenance de sa part,
avait appris à n'attendre rien de personnel ou de tendre de l'homme qui portait son nom. Leurs conversations s'approfondirent à chaque rencontre, passant des plaisanteries de surface à un véritable échange d'idées et de rêves, et Alexander lui raconta des choses qu'il n'avait jamais dites à haute voix à personne, ses doutes sur la vie qu'il avait été élevé à mener, sa prise de conscience croissante que le devoir sans cœur n'était qu'un vide se faisant passer pour de la vertu, ses rêves de devenir un homme meilleur, le genre d'homme digne de sa patience et de sa grâce, et Éléanore écoutait avec la même attention totale qu'il avait appris à lui accorder, et elle partageait en retour ses propres pensées en évolution, comment quitter le domaine avait été à la fois la chose la plus difficile et la plus nécessaire qu'elle ait jamais faite, comment elle apprenait à faire confiance à nouveau, mais lentement. Comment elle voyait sa transformation, mais avait besoin de temps pour croire qu'elle était permanente, pas simplement une performance. Par un après-midi particulièrement beau de fin octobre, il marchait le long d'une rivière où l'eau coulait claire sur des pierres lisses, et Alexander dit « Eleanor, je me trouve dans la position la plus singulière qui soit, celle de tomber amoureux de ma propre femme, de découvrir que la femme que j'ai épousée par devoir est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, et je me demande si vous pourriez m'accorder le privilège de vous faire la cour correctement, comme j'aurais dû le faire il y a 1 an. » Et Éléanore s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face, avec des yeux qui contenaient à la fois des larmes et quelque chose qui aurait pu être de la joie, et elle dit « Alexander, je pense que vous m'avez fait la cour ces derniers mois, et je pense que cela a été la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vécue. » Et le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil après une longue et sombre nuit. La crise survint sans avertissement par un après-midi de novembre où le ciel était bas et gris, menaçant de pleuvoir, alors qu'Alexander et Éléanore se promenaient dans la campagne près du domaine de sa famille, leur conversation coulant facilement comme elle avait commencé à le faire, discutant d'un roman qu'ils avaient tous deux lu, quand Éléanore trébucha soudainement et attrapa son bras, et il se tourna vers elle avec inquiétude, et vit que son visage était devenu pâle, une sueur brillante sur son front malgré le froid de l'air, et elle dit « Je me sens plutôt étrange, Alexander. Peut-être devrions-nous… » Mais elle ne termina pas la phrase avant que ses genoux ne fléchissent et qu'il ne la rattrape, son cœur bondissant d'une peur si primaire et si intense qu'elle éclipsa tout le reste du monde, et il la souleva dans ses bras, appelant son cocher qui attendait avec la voiture sur la route, et le voyage de retour à la maison de sa famille se déroula dans un flou de terreur, alors qu'Éléanore dérivait entre conscience et inconscience, sa peau brûlante de fièvre, et Alexander la tenait contre sa poitrine et lui parlait continuellement, lui disant de rester avec lui, qu'elle ne pouvait pas le quitter, pas maintenant, pas alors qu'il venait de la retrouver. Et quand ils atteignirent la maison, il refusa de la confier à quiconque, la portant lui-même jusqu'à sa chambre, envoyant chercher d'urgence le médecin, tandis que la mère et la sœur d'Éléanore s'agitaient anxieusement à proximité, et le médecin, quand il vint, diagnostiqua une forte fièvre, peut-être la grippe, et dit que les prochains jours seraient décisifs. Et Alexander se posta à son chevet et refusa d'en bouger, ni par la suggestion bourrue de son père qu'il devrait se reposer, ni par les domestiques qui essayaient de lui apporter des repas, ni par rien ni personne, car la pensée d'être ailleurs pendant qu'elle souffrait était absolument insupportable, et pendant les longues nuits, il s'assit à côté d'elle, baignant son front fiévreux avec des linges frais, lui tenant la main, lui parlant même quand elle ne pouvait pas répondre, lui disant toutes les choses qu'il avait été trop prudent pour dire pendant leur cour attentive, comment elle était devenue le centre de son monde, comment la pensée de la perdre maintenant lui faisait comprendre qu'il n'avait jamais vraiment vécu avant de la connaître, comment il l'aimait d'une intensité qui le terrifiait dans sa complétude. Et la 3e nuit, quand sa fièvre tomba et que ses yeux s'ouvrirent enfin clairement, se concentrant sur son visage, elle murmura « Tu es toujours là ».
et il répondit d'une voix rauque d'épuisement et d'émotion. « Je serai toujours là, Eleanor. Je ne te quitterai plus jamais, ne me détournerai jamais, ne laisserai jamais le devoir, les convenances ou mon maudit orgueil créer une distance entre nous. » Et elle sourit faiblement et dit « Tu as l'air terrible, Alexander. » Et il rit, un son proche d'un sanglot, et dit « Je t'aime, Eleanor, non pas parce que c'est mon devoir, non pas parce que tu es ma femme de nom, mais parce que tu es toi, parce que tu es brillante et belle et gentille, parce que te perdre me détruirait, parce que je t'aime avec tout ce que je suis ou espère être un jour. » Et des larmes glissèrent de ses tempes dans ses cheveux, et elle murmura « J'ai attendu si longtemps de t'entendre dire ça. » Et il embrassa son front, ses joues, ses mains, submergé de gratitude qu'elle soit toujours là, respirant encore, toujours sienne, si elle voulait de lui, et à cet instant, toutes les barrières restantes entre eux s'effondrèrent en poussière. La convalescence d'Éléanore fut lente mais régulière, l'emprise de la fièvre se relâchant de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle puisse s'asseoir dans son lit, prendre du bouillon, parler sans que l'épuisement n'obscurcisse ses mots, et pendant tout ce temps, Alexander resta proche, sa veillée se poursuivant même après que le danger immédiat fut passé, et elle l'observait avec des yeux nouveaux, voyant dans son visage hagard, ses vêtements froissés et la tendresse féroce de son attention quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer pendant ces froids mois de leur mariage, la preuve d'un amour si complet qu'il l'avait conduit au bord du désespoir, et à mesure que ses forces revenaient, elle se retrouva engagée dans une autre sorte de guérison, un voyage intérieur vers une décision qui façonnerait le reste de sa vie, car elle avait quitté le domaine pour se sauver d'une lente dissolution, avait reconstruit son estime de soi pendant les mois de séparation. Et maintenant, elle devait déterminer si elle pouvait revenir non pas comme la jeune fille brisée qui avait fui, mais comme une femme faisant un choix conscient, si la transformation d'Alexander était assez profonde, assez réelle, assez permanente pour risquer à nouveau son cœur, et dans les heures calmes où il somnolait dans le fauteuil à côté de son lit, sa main tenant toujours la sienne, elle examina tout ce qui s'était passé entre eux depuis ce terrible matin où elle avait écrit son adieu, les lettres qui avaient révélé son âme, la cour patiente qui lui avait appris qui il était vraiment sous l'armure du devoir, la peur brute dans ses yeux quand elle était tombée malade, les mots d'amour qu'il avait prononcés quand il pensait pouvoir la perdre. Et elle comprit avec une certitude croissante que ce n'était pas une performance ou une réforme temporaire, mais une véritable métamorphose, que l'homme qui était assis à côté d'elle maintenant n'était pas le duc froid qui l'avait épousée par obligation, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été brisé par son absence et refait par la compréhension de ce qu'il avait perdu, quelqu'un capable du genre d'amour dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle pensait à jamais hors de sa portée. Par un matin gris de décembre, alors qu'une faible lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de sa chambre et que le médecin l'avait déclaré complètement rétabli, Éléanore demanda à sa mère et à sa sœur de les laisser seuls. Et quand la porte se ferma, elle regarda Alexander, le regarda vraiment, l'espoir et la peur mêlés dans son expression. Et elle dit « Je veux rentrer à la maison, Alexander, non pas parce que c'est attendu ou convenable, non pas parce que tu es mon mari en droit, mais parce que je te choisis, parce que je t'aime, parce que je vois qui tu es devenu, et que je veux construire une vie avec cet homme. » Et son visage se transforma, des années semblant s'effacer, alors que la joie prenait le dessus sur l'anxiété qu'il avait portée si longtemps. Et il quitta le fauteuil pour s'agenouiller au pied de son lit, prenant ses deux mains dans les siennes, et il dit d'une voix épaisse d'émotion « Eleanor, je te jure que je passerai chaque jour de ma vie à mériter ce cadeau que tu me fais. Je ne te tiendrai plus jamais pour acquise, ne laisserai jamais le devoir, l'orgueil ou la peur créer une distance entre nous. Je t'aimerai ouvertement et complètement aux yeux du monde entier. » Et elle sourit à travers ses larmes et dit « Je sais que tu le feras. Je te fais confiance maintenant d'une manière que je ne pouvais pas avant. »
et elle l'attira plus près. Et pour la première fois de leur mariage, la première fois de tous les mois de cour, de lettres et de reconstruction prudente, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ne retenait rien, un baiser qui était à la fois promesse et célébration, à la fois fin et commencement, et il avait le goût du sel de leurs larmes et la sensation d'un retour à la maison après un long exil. Et quand ils se séparèrent enfin, Éléanore murmura « Ramène-moi dans notre maison, Alexander. Recommençons, vraiment cette fois. » Et il lui tint le visage entre ses mains comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et dit « Oui, mon amour, oui. » Ils retournèrent au domaine par un froid après-midi de janvier, alors que le monde était silencieux sous une couverture de neige fraîche, les roues de la voiture crissant le long de l'allée, tandis qu'Éléanore regardait la familière façade de pierre grise, et elle sentit la main d'Alexander se resserrer sur la sienne, sentit son incertitude alors qu'il se demandait si ce retour à la maison raviverait des souvenirs douloureux. Mais quand la voiture s'arrêta et qu'il l'aida à descendre, elle vit que quelque chose de fondamental avait changé, car les domestiques qui vinrent les accueillir arboraient des expressions non pas de formalité froide, mais de chaleur sincère. Madame Patterson, la gouvernante souriant même, en faisant la révérence et en disant « Bienvenue à la maison, votre grâce, vous nous avez terriblement manqué. » Et Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux à cet accueil, à la preuve qu'elle avait manqué, que son absence avait laissé un vide. Et Alexander garda sa main dans la sienne alors qu'ils entraient dans la maison, et elle s'arrêta dans le hall d'entrée et resta bouche bée, car il était transformé, les lourds rideaux sombres qui avaient bloqué la lumière remplacés par un tissu plus léger qui laissait entrer le soleil d'hiver, des fleurs fraîches dans des vases sur chaque surface malgré la saison, la morosité oppressante levée, et Alexander dit doucement « Je ne pouvais supporter que tu retournes dans la prison que j'avais faite de cet endroit. Alors j'ai essayé de changer ce que je pouvais, bien que je sache qu'il y a beaucoup plus à faire. » Et il la conduisit à travers la maison, lui montrant chaque modification avec la nervosité d'un homme cherchant l'approbation, le salon du matin repeint en crème douce au lieu de vert foncé, son petit salon rempli de livres qu'il avait soigneusement sélectionnés en fonction des préférences qu'elle avait mentionnées dans ses lettres, de nouveaux fauteuils confortables disposés pour capter la lumière, et quand ils atteignirent ses appartements privés, elle eut le souffle coupé, car il les avait complètement transformés, les meubles lourds remplacés par des pièces plus légères, les murs peints d'une douce couleur rose, des tableaux de jardin et de paysages accrochés, là où se trouvaient de sombres portraits. Un secrétaire positionné près de la fenêtre d'où elle pouvait voir le parc, et des fleurs fraîches partout, des roses procurées d'une manière ou d'une autre en plein hiver, et elle se tourna vers lui, des larmes coulant sur son visage, et dit « Alexander, tu as fait tout ça pour moi ?» Et il lui prit le visage dans ses mains et dit « J'abattrai chaque mur et reconstruirai cette maison entière, si cela pouvait te rendre heureuse, Éléanore. Je veux que tu sentes que c'est ta maison, pas une cage. Je veux que tu la remplisses de lumière et de rire et de tout ce que ton cœur désire. » Et elle l'embrassa alors, là dans sa chambre transformée, l'embrassant avec tout l'amour, la gratitude et l'espoir qui remplissaient son cœur, et plus tard, quand ils se promenèrent ensemble dans la maison, son bras autour de sa taille dans un geste d'affection facile qui aurait été impensable des mois auparavant, il lui demanda son avis sur tout, quel changement elle aimerait faire, quelle pièce devrait être réaménagée, comment la maisonnée devrait être gérée, la traitant non pas comme un ornement ou une obligation, mais comme une partenaire égale dans leur vie commune. Et elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti dans cette maison auparavant, et quand ils croisèrent les domestiques dans les couloirs, elle vit leur soulagement et leur approbation, vit comment ils observaient la transformation de leur maître avec une satisfaction tranquille,
Madame Patterson confiant plus tard à Eleanor que son grâce avait été comme un homme possédé pendant son absence, changeant tout, préparant son retour avec une attention aux détails qui témoignait d'un amour désespéré, et cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient ensemble dans la roseraie qu'Alexander avait ordonné d'agrandir, les parterres couverts de neige attendant l'arrivée du printemps, de nouvelles treilles et allées déjà installées pour les fleurs à venir, Éléanore leva les yeux vers lui et dit « Je suis vraiment à la maison maintenant, non pas à cause de la maison ou des changements que tu as faits, mais parce que tu es là, vraiment là avec moi. » Et il la serra contre lui pour la protéger du froid de l'hiver et dit « Je suis à toi, Éléanore, complètement et pour toujours, et je passerai ma vie à m'assurer que tu n'en doutes jamais. » Les jours qui suivirent leur retrouvailles se déroulèrent avec une douceur qu'Éléanore n'avait jamais connue dans leur mariage, les matins ne commençant pas par une séparation froide, mais avec Alexander venant la chercher dans ses appartements, apportant lui-même le thé plutôt que d'envoyer des domestiques, s'asseyant sur le bord de son lit pour parler de la journée à venir, lui demandant ce qu'elle aimerait faire, comment elle avait dormi, partageant de petites observations sur le temps ou le domaine, avec une intimité qui rendait les moments ordinaires précieux. Et ils prenaient le petit déjeuner ensemble, dans le salon du matin, où la lumière du soleil entrait à flots par les nouveaux rideaux. Ce n'étaient plus les affaires formelles et silencieuses d'avant, mais des conversations qui allaient du léger au profond. Alexander lui demandant son avis sur tout, des affaires domestiques à la politique, écoutant vraiment quand elle parlait, se souvenant des détails qu'elle mentionnait et les évoquant à nouveau des jours plus tard, lui montrant qu'il appréciait non seulement sa présence, mais aussi ses pensées, sa perspective, le fonctionnement de son esprit. Et après le petit déjeuner, ils se promenaient souvent ensemble dans le parc du domaine, même dans le froid de l'hiver, ammitouflés contre le vent, tandis qu'ils discutaient des plans pour la roseraie au printemps. Alexander esquissant des idées dans un petit carnet qu'il portait maintenant, demandant quelles couleurs elle préférait, quelle variété elle aimait le plus, traitant son jardin comme un projet sacré qu'ils construiraient ensemble. Et elle se surprit à partager des rêves qu'elle avait gardés secrets, des idées pour une petite serre où elle pourrait cultiver des spécimens rares, peut-être une fontaine au centre du jardin, et il écoutait avec un enthousiasme sincère, promettant de faire de tout cela une réalité, et les après-midi pouvaient les trouver dans la bibliothèque, une pièce où elle était rarement entrée pendant ses premiers mois froids, mais qu'Alexander avait tranquillement remplie de volumes sur des sujets qu'elle aimait, poésie, botanique et récits de voyage. Et ils s'asseyaient ensemble pour lire, parfois dans un silence confortable, parfois partageant des passages à haute voix. Et Éléanore découvrit qu'Alexander avait une belle voix de lecture quand il y mettait de la chaleur, et elle le regardait lire, voyant la concentration sur son visage, le léger sourire quand il arrivait à quelque chose de particulièrement beau, et son cœur se gonflait d'amour pour cet homme qui ressemblait peu à l'étranger froid qu'elle avait épousé. Et le soir, après le dîner, ils se retiraient non pas dans des chambres séparées, mais dans le salon, où un feu brûlait toujours vif et accueillant. Et là, ils parlaient pendant des heures, Alexander partageant des histoires de son enfance qu'elle n'avait jamais entendues, la solitude de sa propre éducation, la façon dont la froideur de son père l'avait façonné, et Éléanore offrant sa propre histoire, ses peurs et ses espoirs. Et progressivement, naturellement, leur intimité physique s'approfondit en même temps que leur lien émotionnel, les baisers devenant plus fréquents et moins timides. Le contact d'Alexander devenant confiant alors qu'il apprenait ce qui lui plaisait, demandant toujours son confort et son consentement, et leurs ébats amoureux devinrent une extension de leur lien émotionnel, tendre et passionné tour à tour, et Éléanore se découvrit transformée par le fait d'être vraiment aimée, sa confiance s'épanouissant, ses opinions offertes librement, son rire venant facilement, et le personnel de la maison remarquait entre eux comment sa grâce avait repris vie, comment elle marchait différemment maintenant, la tête haute et les épaules en arrière,
comment elle souriait volontiers et prenait le contrôle ferme mais bienveillant de la gestion de la maisonnée, et comment son Grâce la regardait constamment avec une adoration si manifeste que cela faisait soupirer les romantiques parmi eux. Et Madame Patterson dit un soir au cuisinier qu'elle n'avait jamais vu deux personnes plus manifestement amoureuses, que c'était comme assister à une cour et une lune de miel tout à la fois. Et en effet, Alexander continuait de faire la cour à Eleanor, même s'ils vivaient comme mari et femme, lui apportant de petits cadeaux sans raison, des fleurs sauvages en hiver provenant de la serre, un nouveau livre de poésie, un tableau qu'il avait commandé de son jardin bien-aimé, et il ne laissait jamais passer un jour sans lui dire qu'il l'aimait, sans montrer par la parole et l'acte qu'elle était chérie. Et Éléanore s'épanouit sous cette dévotion constante, sûre enfin de savoir qu'elle était vue, appréciée, aimée, non pas par devoir ou pour les apparences, mais pour elle-même, entièrement et complètement. Et leur joie devint évidente pour tous ceux qui les voyaient. La transformation du duc froid et de sa duchesse solitaire en partenaires qui avançaient dans la vie entrelacée. Et Éléanore pensait parfois à ces terribles mois d'isolement et en était presque reconnaissante, car la rupture avait été nécessaire à la reconstruction, et ce qu'ils avaient construit ensemble sur les ruines de ce premier mariage raté était plus fort et plus vrai que tout ce qui n'avait jamais été mis à l'épreuve, et elle savait avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix en revenant, que c'était bien là son foyer. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce froid jour de janvier où Éléanore était retournée au domaine, 5 ans qui avaient transformé non seulement la maison, mais les âmes mêmes de ceux qui y demeuraient. Et maintenant, par un chaud après-midi de juin, Éléanore se tenait à la fenêtre du salon du matin, regardant la roseraie en pleine et magnifique floraison, regardant ses 2 enfants jouer parmi les fleurs, la petite Catherine, âgée de 4 ans, poursuivant son frère Thomas, âgé de 3 ans, à travers les sentiers soigneusement entretenus, leur rire s'élevant comme de la musique par les fenêtres ouvertes, et elle sentit les bras d'Alexander l'entourer par derrière, sentit son menton se poser sur son épaule, alors qu'il regardait lui aussi leurs enfants, et il dit doucement « Te souviens-tu quand ce jardin était ton seul réconfort, quand tu te promenais ici seul parce que la maison semblait trop froide à supporter ?» Et elle se pencha contre lui et dit « Je me souviens de tout, mon amour, de la solitude et de la douleur, mais aussi de la transformation, du chemin que nous avons parcouru ensemble. » Et il la tourna dans ses bras pour lui faire face, et elle vit dans ses yeux la même adoration qu'elle avait vue chaque jour pendant 5 ans, approfondie maintenant par le temps, les épreuves et la construction d'une vie commune. Et il dit « Je pense parfois à cette lettre, celle que tu as laissée sur notre lit, et je lui en suis reconnaissant, même si je regrette la douleur qui t'a poussé à l'écrire, parce qu'elle a brisé mes murs, alors que rien d'autre n'aurait pu le faire. Elle m'a montré ce que je détruisais par ma froideur. » Et elle lui toucha doucement le visage et dit « Nous avons tous les deux été changés par cette rupture. Alexander, j'ai trouvé ma voix et ma force. Tu as trouvé ton cœur. Et ensemble, nous avons construit quelque chose de bien plus beau que ce avec quoi nous avions commencé. » Et ils restèrent ensemble en silence confortable, un moment avant que Catherine ne crie « Maman, papa, venez voir les papillons !» Et ils sortirent ensemble dans le jardin, main dans la main, saluant leurs enfants qui couraient vers eux avec des fleurs serrées dans leurs petits poings. Et Alexander souleva Thomas sur ses épaules, tandis qu'Éléanore prenait la main de Catherine, et ils parcoururent les sentiers ensemble en famille, Alexander désignant différentes variétés de roses, disant leurs noms aux enfants. Et Éléanore pensa au long chemin qu'ils avaient parcouru depuis cet automne froid où elle avait erré seule et invisible sur ces mêmes sentiers. Et elle sut que chaque moment de douleur avait été nécessaire pour cette joie, que la rupture avait fait de la place pour une véritable construction, et alors que le soleil de l'après-midi jetait une lumière dorée sur le jardin et sa famille, elle se sentit complète d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible pendant ces sombres premiers mois de son mariage. Et plus tard,
quand les enfants eurent été couchés pour leur sieste, et qu'elle et Alexander s'assirent ensemble dans la bibliothèque, sa tête sur ses genoux, tandis qu'elle passait ses doigts dans ses cheveux, en lisant de la poésie à haute voix, elle s'arrêta au milieu d'un vers et dit « Je t'aime plus, maintenant que je ne t'aimais même le jour où j'ai choisi de revenir vers toi, le savais-tu, que ça ne cesse de grandir. » Et il attrapa sa main, l'embrassa et dit « Comme le mien grandit pour toi, Éléanore. Chaque jour je découvre de nouvelles raisons de t'aimer, de nouvelles profondeurs à explorer. » Et elle sourit et retourna à sa lecture, et la domesticité paisible de l'instant ressemblait à une bénédiction, une récompense pour leur courage d'avoir choisi l'un l'autre, encore et encore. Cher auditeur, peut-être avez-vous entendu dans cette histoire un écho de votre propre vie, car qui parmi nous n'a pas connu la solitude, même en présence d'un autre, qui ne s'est pas senti invisible bien qu'étant vu, qui ne s'est pas demandé si l'amour pouvait vraiment transformer ou si les gens pouvaient véritablement changer, et la vérité que cette histoire offre est à la fois simple et profonde. Le changement est possible, mais seulement lorsque nous avons le courage de rompre, d'être vulnérables, de choisir différemment de ce que l'habitude et la peur dicteraient, car la transformation d'Alexander n'a pas commencé avec de bonnes intentions, mais avec une confrontation sincère de ses échecs, avec l'humilité de reconnaître ce qu'il avait fait et la volonté de faire le travail douloureux de devenir différent. Et la guérison d'Éléanore n'est pas venue de l'oubli de la douleur, mais du courage de l'exprimer, de faire de la place pour sa propre valeur, de refuser de revenir jusqu'à ce que le retour soit un choix fait par force plutôt que par obligation. Et ensemble, ils ont construit quelque chose de vrai, parce qu'ils l'ont construit consciemment, brique par brique, moment par moment, à travers des petits actes accumulés d'amour, d'attention et de présence. Et c'est le cadeau disponible pour quiconque est prêt à faire le travail. La possibilité de transformation, l'espoir de seconde chance, la promesse que ce qui a été brisé peut être reconstruit en quelque chose de plus beau que l'original. Alors si vous vous trouvez dans un endroit froid et solitaire, que ce soit dans une relation ou dans la vie, sachez que vous avez le droit d'exprimer votre douleur, de demander mieux, de refuser d'accepter l'abandon émotionnel déguisé en convenance. Et si vous vous trouvez interpellé pour votre froideur, pour les façons dont vous avez blessé par la distance et la négligence, sachez qu'un véritable changement est possible si vous avez le courage de voir vraiment ce que vous avez fait et l'engagement de faire différemment, car l'amour n'est pas un sentiment dans lequel on tombe, mais un choix que nous faisons quotidiennement, une pratique à laquelle nous nous engageons, un jardin que nous entretenons avec patience et soin, et puissiez-vous trouver le courage de bien entretenir vos jardins, puissiez-vous connaître la joie d'être vraiment vu et vraiment aimé, que vos points de rupture deviennent vos moments de percée, et puissiez-vous reposer ce soir dans la paix, de savoir que la transformation est toujours possible pour ceux qui sont assez courageux pour commencer. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à Chroniques d'amour et de relations, où nous explorons les profondeurs de la connexion humaine et les voyages qui nous ramènent à nous-mêmes et aux autres, et que votre propre histoire soit remplie de courage, de guérison et d'un amour qui s'approfondit chaque jour davantage.